Bon matin, Lanaudière. Comment allez-vous en ce beau mercredi du 10 septembre? Bien oui, on est déjà rendu au nombril de semaine. Et il fait beau, il fait beau, il fait beau, du beau soleil. On va probablement avoir du beau soleil toute la semaine. On va vérifier ça avec Louise dans quelques instants. Mais moi, je voulais juste vous dire que, bon, cette nouvelle émission-là, j'espère que vous l'aimez. Si jamais vous avez des amis qui sont pas au courant, ben avisez-les là, que Bon Matin Lanaudière existe. Je vous rappelle qu'on est en ondes les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 10h. Ça, c'est en direct. Puis regardez-nous parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est du direct. Et on est en rediffusion les lendemains. Ben, dites-leur qu'ils peuvent visionner l'émission directement à partir d'Internet. On peut la voir sur notre site en direct qui est le ctbtv.ca. Ou encore, bien nous, on met ça aussi sur YouTube. Vous avez juste à faire une recherche sur Bon Matin Lanaudière. Vous allez voir toutes les émissions qu'on a faites jusqu'à présent. Alors, c'est un bon moyen. Peu importe ce que vous êtes, même si vous êtes en Floride, vous pouvez nous écouter. En Floride, il fait très, très chaud actuellement, mais malgré que c'est pas trop chaud à l'extérieur, c'est super beau. On va aller rejoindre Louise directement de l'extérieur pour nous dire comment est-ce qu'elle se sent là, ce matin, la belle Louise, là. Danny, on se sent très bien ce matin. Ça va être une très belle journée ensoleillée. Pas d'humidité, pas de vent. Comme je dis souvent, yes, pas de vent pour aujourd'hui. On va être très, très bien, Danny. Alors, oui, écoutez, on parlait on a l'hiver qui s'en vient, puis la neige à Fermont. Écoute, tu ne créeras pas ça, ma chère Louise. Je suis allé la semaine dernière chez Costco et devine ce que j'ai trouvé chez Costco en vente. Pas des ensembles d'hiver, mon cher Danny. Des arbres de Noël, cher. Des arbres de Noël. Je pense qu'ils ont installé ça au mois d'août. Fait qu'on peut-tu oublier les arbres de Noël pour l'instant, là, hein? Pensons à l'Halloween qui s'en vient. Il me semble que j'aurais vu des citrouilles ou des bonhommes qui font peur, moi, plus que des sapins de Noël. Mais je vous le dis tout de suite, là, moi, rendu à la fin de octobre, le 1er novembre, moi, mon sapin est monté. Ça, c'est sûr et certain. Puis j'écoute de la musique de Noël, j'aime ça. Pas toi, Louise? Pas trop de bonheur comme ça, Danny, là. Non, Il fait le temps, on a encore d'autres temps, là. On a l'Halloween qui va passer. Après ça, on a plein de petites choses avant de mettre l'arbre, là. C'est sûr qu'il faut le mettre avant qu'il fasse trop froid parce qu'on va geler des mains. Mais non, pas tout de suite, là. Ah non, moi, je mets rien à l'extérieur. Je mets tout ça en dedans. Fait que, regarde, le 1er novembre, c'est fait. Ah, nous voilà, on est côte à côte maintenant. Ben oui, toi. On a eu des petits problèmes de caméra, mais c'est réglé. Écoute, Louise, je te laisse aller. Je te revois dans une dizaine de minutes pour parler des détails complets de la météo. À tantôt, Danny. Et oui, c'est l'heure de vos nouvelles régionales et on commence avec une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux qui montrait une intervention musclée de la Sûreté du Québec. C'est arrivé ça le 6 septembre, c'est samedi passé à Rawdon, devant une station-service de la rue Queen, près du collège Champagneur. Les images soulèvent des interrogations sur l'usage de la force policière, alors qu'un homme de 32 ans venait d'agresser une femme âgée et de causer des dommages aussi à plusieurs véhicules. Bien, d'après les informations de TVA Nouvelles, le suspect, Maxime Grenier, mesurait 6 pieds 4 pouces et pesait 265 livres. Il aurait violemment frappé la tête de la victime contre une pompe à essence. Il lui a infligé des blessures graves. Grenier était fortement intoxiqué au moment des faits. Eh bien, pour le maîtriser, les policiers ont eu recours à des coups de poing. Des pompiers de Rawdon présents à proximité ont aidé à le placer sur une civière avec menottes et sangles de contention. Déjà connu des services policiers, bien Grenier a comparu au palais de justice de Joliette pour voie de fait causant des lésions corporelles et entrave au travail des policiers. Il devait retourner en cours hier. Aucune plainte officielle en déontologie policière n'a été déposée à ce jour contre les agents impliqués. Eh bien, en parlant de Rawdon,
Un important jalon a été franchi avec la première pelletée de terre du projet de construction de la nouvelle bibliothèque Alice Quintal. Et ça s'est passé lundi dernier. Bien sûr, CTB était sur place. Ce qui n'était il y a 8 ans qu'une idée ambitieuse portée par le thème « Oser rêver » est aujourd'hui devenue réalité. La municipalité a procédé lundi le 8 septembre dernier à la première pelletée de terre officielle pour la construction d'une toute nouvelle bibliothèque et salle multifonctionnelle. Après plusieurs semaines de travail, le projet prend enfin forme. La future salle pourra accueillir jusqu'à 350 personnes debout, offrant ainsi un espace moderne et polyvalent pour la communauté. Grâce à une subvention totale de 2,3 millions de dollars provenant des gouvernements fédéral et provincial, ce rêve tant attendu se concrétise. C'est une étape marquante pour les citoyens qui voient aujourd'hui le début d'un projet qui promet de devenir un véritable lieu de rassemblement pour tous. J'ai eu la chance de m'entretenir après la conférence avec le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau. Monsieur le maire, encore une fois, vous avez tenu promesse. Vous avez osé rêver, puis là, c'est la réalité. Oui, là, on est réveillé, c'est la réalité. On voit les équipements derrière, on voit que la construction est commencée. Et comme je dis, c'est un projet que ça fait au-dessus de 8 ans qu'on parle. Et puis, ça a été sur la table de dessin. Il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu la COVID, il y a eu des avancements, il y a eu du recul. Là, on est rendu à du concret. J'ai de la misère à le croire. Il faut que je me pince un petit peu. Mais je suis tellement fier que le projet se réalise. Et je l'avais dit à la dernière campagne électorale, j'ai dit, un des projets que je veux emmener à terme, je veux qu'on ait notre nouvelle bibliothèque. Je veux que ça parte. Mais le chantier est en construction, fait que yes, je suis tellement heureux, puis heureux pour les prochaines générations aussi. Tu sais, c'est pas juste pour les gens qui sont ici, oui, mais les nouvelles générations qui vont fréquenter une bibliothèque qui va être moderne, qui va être à la fine pointe de la technologie, qui va être accueillante, ça va être un milieu de vie. Fait que, tu sais, les bibliothèques, contrairement à il y a bien des années, c'est pas juste une place pour aller lire un livre, là. Il y a plein d'activités là-dedans. Puis en plus, il y a une salle là, que vous faites à l'intérieur aussi. Là. Oui, il va y avoir des salles d'exposition. Il va y avoir aussi la salle multifonctionnelle qui est adjacente à la bibliothèque. Fait qu'il y a la bibliothèque / salle multifonctionnelle qui va pouvoir accueillir 350 personnes debout. Alors, c'est pas négligeable. Ça a été demandé par une grande partie de la population également. Et puis, ça a modifié le projet parce qu'originalement, c'était un projet de bibliothèque. OK. Et après ça, quand il y a eu tellement de demandes pour une salle multifonctionnelle, on a regardé comment on pourrait intégrer ça, parce que les faire séparément coûterait beaucoup plus cher. Après ça, bien, tu fais la bibliothèque ici, tu fais la salle multifonctionnelle ailleurs. Nous, on veut tout concentrer dans notre quartier du citoyen. Alors, on a réussi à faire modifier le projet par les architectes et de tout emmener ça ensemble pour faire un tout. Mais pourquoi c'était si important, ce projet-là, pour vous? C'est pour la communauté et la population. Premièrement, on sait qu'une bibliothèque, c'est tellement important pour les jeunes. Ils vont s'instruire, ils ont besoin de livres, ils ont besoin de plein de choses. Et en même temps, tu peux socialiser. Ouais. Parce que, comme je dis, c'est pas juste t'asseoir et avoir la face dans un livre. Tu vas être là, tu vas rencontrer du monde, tu vas socialiser et tout ça. Fait que c'est un milieu de vie. Et d'apporter ça à notre municipalité, on est la plus grande municipalité de notre MRC, d'apporter ça au niveau qu'on veut l'emmener, c'est le plus gros projet qui a été fait à Rawdon. Wow. On dépasse le 10 millions pour ça. Là. 10 millions de dollars pour ça, parce que vous disiez que vous aviez eu de l'argent du gouvernement, des subventions de 2,3 millions. Et le reste, c'est la municipalité. C'est la municipalité. Oui. Fait qu'au total, c'est quoi, un 10 millions, comme vous dites? Bien, ça, les appels d'offres, là, ça a sorti 10 millions et quelques milliers de dollars. 10 millions, mais après ça, ils vont s'ajouter aussi de l'aménagement, puis du mobilier, il va s'ajouter des choses. Mais le projet de construction, c'est sorti à 10 millions. C'est quand même un énorme projet pour une municipalité. Bien, c'est un énorme projet, mais on est capable de le faire avec une saine gestion, et on suit l'endettement et tout ça. On pouvait se le permettre. Fait que je suis très, très heureux et même fébrile de pouvoir voir la réalisation de ça. Merveilleux. Et quand est-ce qu'on va pouvoir lire notre premier livre à l'intérieur? On m'a dit de faire attention sur les délais. Par contre, parce qu'en cours de route d'une construction, il peut y avoir des retards pour X, Y raisons. Mais par contre, si on regarde, sous toute réserve, là, on parle de printemps 2027, dans 1 an et demi.
C'est bien. Fait que selon moi, là, printemps 2027, les gens vont pouvoir rentrer et profiter de nos installations. Merveilleux, très, très beau projet. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Le Salon 50+, qui a lieu chaque année à Joliette, s'en vient à grands pas. Eh bien, voici un reportage de la conférence de presse. C'est à la suite de la conférence de presse tenue le 28 août dernier que les détails entourant le Salon 50+ ont été dévoilés. Le député de Joliette, Jean-François Saint-Louis, a été le premier à prendre la parole lors de l'annonce officielle de l'événement, qui se déroulera les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Par la suite, le maire de Joliette, Pierre-Luc Belrose, s'est adressé aux invités, suivi de David Moreau, président général de la FADOC-Lanaudière. Cette année marque la 8e édition du Salon 50+, un rendez-vous incontournable pour les personnes de 50 ans et plus, et c'est entièrement gratuit. M. Moreau a également profité de l'occasion pour présenter les nouveautés de cette édition et annoncer les différentes conférences qui seront offertes au public pendant ces 2 journées. Les nouveautés cette année, je pense que c'est le fun de les entendre. Donc, on va avoir des robots qui vont être présents sur place. Donc, des robots Olive, Toby et Louis qui vont se promener à travers les Galeries Joliette, qui sont interactifs, qui vont pouvoir partager les dépliants des exposants. Donc, venez les rencontrer. Vous allez pouvoir créer des œuvres avec la petite roulotte d'art dans le cadre des Journées de la culture. Avant, on faisait un événement à part qui était tout le temps en même temps que notre salon. Donc là, cette année, on l'a intégré à notre salon pour faire la promotion de la culture. Cette année, encore une fois, on a 4 grandes conférences à présenter. Donc, vous allez pouvoir venir écouter le pharmacien, Chantal Lacroix, M. Sébastien Buisson et Marie-Josée Taillefer qui vont venir faire des conférences. Un petit peu plus tard, je vous donnerai le détail de cette programmation-là. Monsieur Sébastien Buisson des Habitations Bordelot et partenaire officiel du Salon 50+, a également pris la parole. Il a présenté un projet novateur qui permettra aux personnes aînées de demeurer dans le confort de leur domicile grâce à un service de soutien à domicile. Un concept qui s'apparente à une RPA, mais à la maison. Ma collègue Ariel a d'ailleurs voulu en apprendre davantage sur ce projet et est allée à la rencontre de M. Buisson pour en savoir un peu plus. On l'écoute. Bonjour, vous aviez un projet avec les Habitations Bordelot, c'était les RPA à domicile. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est un projet que depuis 3 ans qu'on travaille aux Habitations Bordelot. Présentement, on est en évaluation avec le Centre de recherche de l'Institut de gériatrie de Montréal. On a une plateforme technologique qui s'assure la sécurité. On peut savoir dans un appartement si ton cœur a arrêté de battre, si tu as arrêté de respirer. Et on veut faire une RPA à domicile. C'est que 85% des aînés qui veulent rester à la maison le plus longtemps possible et rester aussi dans leur ville, village, dans les environs du nord de la Lanaudière. Donc, on aurait les plats convives, qui est un plat prêt à manger, qui va pouvoir être livré à domicile. Et on a une plateforme de communication qui va être mise en place comme si les aînés seraient aux Habitations Bordelot, mais en restant dans leur maison, que ce soit à Saint-Gabriel, que ce soit à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, à Saint-Ligory dans la région. Mais cette plateforme-là est évaluée présentement et des excellents résultats. Et le volet 2, on va avoir des gens Bordelot Express qui va être sur le territoire des fois pour aller donner un bain, pour aller donner des médicaments ou pour offrir un service de soins à domicile. Est-ce que ce projet-là est disponible pour les personnes qui habitent déjà dans les Habitations Bordelot? Oui, Ariel, c'est le volet 1. C'est qu'il faut dire qu'un aîné qui reste aux Habitations Bordelot ou qui reste dans une RPA est à son domicile. Donc, le fait de pouvoir pratiquer avec eux, parce qu'on a des aînés présentement qui participent au projet d'évaluation de la plateforme, et eux vont profiter en premier lieu de la mise en place de la RPA à domicile. Donc, il y a des éléments qu'eux vont pouvoir avoir que les autres n'auront pas, mais oui, on calcule que l'aîné reste à domicile dans une RPA. Puis au niveau du coût, est-ce qu'on s'attend à un gros coût? Présentement, on travaille à faire des levées de fonds. On a une levée de fonds le 26 septembre prochain, une soirée casino au Centre culturel des Jardins. On veut accumuler 40 000 $ pour cette soirée-là. Ces 40 000 $ va servir à distribuer la plateforme gratuitement aux aînés. Donc, si on va avec les plats convives, on parle d'environ 6 à 7 $ du plat prêt à manger.
Mais pour la plateforme technologique, le but qu'on a présentement avec la Fondation Famille Bordelot, c'est d'offrir ce service-là gratuitement aux aînés de la région. Puis on peut s'attendre à quelle date environ là, pour ces projets-là? Pour le volet 1, à la fin de 2025, début 2026, et pour le volet qu'on aurait une équipe sur le territoire, on parle de 2027. C'est ce qui conclut la première section de vos nouvelles régionales. On va aller faire un tour du côté de la météo avec Louise. Louise, c'est-tu aussi frisquet ou ben non, il commence à faire un peu plus chaud? Ben non, mon cher Danny. Aujourd'hui, nous allons avoir du soleil et du soleil. Nous allons avoir un beau sourire. La météo, là, quand j'annonce du soleil et que du soleil, là, ça, c'est merveilleux. Comme je vous dis ce matin, on a un beau 12 degrés. Pas de vent, pas d'humidité. Oui, c'est sûr qu'il faut mettre la petite laine, mais en après-midi, avec 21 degrés, on enlève tout ça, puis on peut se faire griller. Bien oui, parce qu'il n'y a pas de vent. Vous allez être bien, vous allez pouvoir faire du vélo, des activités extérieures. Mais comme je vous disais lundi, aller aux pommes, c'est des belles journées, se promener, des grandes balades. Parce qu'en après-midi, il fait beau, en soirée aussi. Fait que c'est pour ça que je vous dis, profitez du beau temps à l'extérieur, parce que l'hiver s'en vient dans pas grand temps, puis vous allez être obligé de vous renfermer. Mais pour aujourd'hui, c'est que du soleil. Je retourne à Danny. Merci beaucoup, Louise. Puis ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on le voyait près de la plage. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, comme Louise dit, profitez de votre journée. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, eh bien, c'est notre capsule, notre chronique santé. Et je reçois Mme Karine Provencher, qui travaille chez Jean Coutu ici à Saint-Gabriel, qui va venir vous parler là, de beauté, qui va venir vous parler de routine de beauté. Oui, restez là, on s'arrête pendant 2 minutes. Eh bien, nous sommes de retour à l'émission Bon Matin Lanaudière et je suis en charmante compagnie. Je suis avec Mme Karine Provencher, qui est chef cosméticienne chez Jean Coutu ici à Saint-Gabriel. Bonjour Karine. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Ah, je suis content, c'est notre première ensemble. Oui, oui. Karine, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'une routine beauté. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une routine beauté? Ben dans le fond, j'ai dit on va parler d'une routine beauté parce que c'est la base. Normalement. OK. Ben, dans le fond, je vais vous parler d'une routine simple, puis d'une routine plus complète. Plus complexe. Ouais. Allons-y avec la routine simple. C'est quoi? La routine simple, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. OK. Donc, ça va être commencer par un bon nettoyage. Ensuite, on va appliquer soit, je vais vous en montrer oui, en même mais temps. quand on parle de nettoyage, ça serait quoi? Bon, on peut parler d'un nettoyant ici en mousse. OK. Comme ça. Je vais l'avancer un petit peu pour que les gens... Ah, je ne sais pas s'ils peuvent les voir. Ça va être surtout pour les textures aussi, ça va être au niveau plus personnel, plus au niveau goût, mais comme celle-là est en mousse, ça va être idéal pour les personnes qui ont des peaux plus mixtes, je vous dirais. OK, parce qu'il y a différentes choses pour différentes peaux aussi, oui, là, j'imagine. également. Hein? Fait que donc ça, c'est pour nettoyer la peau. Oui. Ça, on fait ça le matin ou on fait ça le soir? Les deux. On fait les deux. Oui. Fait que donc, on nettoie notre peau. Une fois qu'elle est nettoyée, on fait... On peut mettre un tonique. Un tonique. Mais c'est pas nécessaire non plus, c'est optionnel. Okay. Le tonique, il sert à quoi? Le tonique, dans le fond, il va servir à enlever les résidus. Tu sais, mettons, la nuit, on a tout le temps des petites particules de poussière et des choses comme ça. Okay. Ça va terminer le nettoyage. OK. Fait que ça, on appelle ça un tonique. Un tonique. Oui. OK. Donc, j'imagine qu'il y a différentes compagnies. Il y a différentes compagnies. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est un hydratant, puis ça va aider aussi à faire pénétrer le sérum ou la crème. OK, OK. Donc, ensuite, on y va avec... là, j'ai amené des produits seulement hydratants, pas des anti-âge. Là, on va y aller pour aujourd'hui. Exact, c'est ça. Fait qu'on met la crème. Ça, c'est la crème... Une crème de jour hydratante seulement. Ça, c'est une crème hydratante pour la peau, une fois qu'on a bien nettoyé notre peau. Oui, exact. OK. Et puis, on termine toujours avec une crème solaire.
Ça, c'est important à parler. Ça, c'est très important. Oui. Puis ça, on va en parler dans une autre chronique ensemble, éventuellement. Une crème solaire, les gens pensent qu'on met ça juste au soleil. Non. Non, hein? Non, on met ça tout le temps. On met ça tout le temps, parce que les rayons reflètent même à l'intérieur des maisons, via les fenêtres et tout. Exactement. Puis qu'ils soient ensoleillés ou qu'ils soient nuageux, c'est là. Puis même en hiver, en été, c'est là. En hiver, en été, ça va être, dans le fond, comment je pourrais dire ça? Votre meilleure crème anti-âge. Oui, c'est vrai, ça protège la peau, puis en plus, ça pas raffermit, mais ça aide la peau à moins vieillir. Oui, bien c'est ça, à cause des filtres UV qu'il y a dedans. Fait que ça, on va en reparler plus en détail. On a une autre chronique qui s'en vient là-dessus. Oui. Fait que là, donc, ces 4 produits-là, ça, c'est pour vraiment une routine simple. Oui. Si on parle d'une routine plus approfondie, là, une routine... Mettons, avec quelqu'un qui a un maquillage et tout. Oui. Donc, est-ce qu'on se maquille après tout ça ou avant, puis on finit avec ça? Comment ça fonctionne? Moi, je ne connais rien dans le maquillage, je vous le dis tout de suite. La base, c'est nettoyage, crème solaire, maquillage après. Et après ça, on continue avec d'autres produits, c'est ça? Non. Non? Après ça va être la routine du soir. OK. Puis la routine du soir, ça consiste à? La routine du soir, ça va être important, le démaquillage. Si vous êtes une femme. Bon, il y a des hommes qui se maquillent aussi. Non, parce que si vous mettez une crème solaire, la crème solaire, il faut l'enlever avec une huile. Oh, ça, c'est bon à savoir. Parce que les filtres solaires sont gras. OK. Puis ça reste là même la nuit, là? Oui. OK. Fait que même si vous le baignez, vous l'enlevez à l'eau, il en reste tout le temps. Fait qu'à un moment donné, ça peut faire des petits boutons, des choses comme ça, là. Fait que ça, c'est un démaquillant autant pour le maquillage que pour la crème solaire, mettons. Exact, qui est à l'huile. Ça, c'est à l'huile. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu à l'écran, là. Ça, il y en a dans différentes compagnies aussi. J'ai essayé d'en amener un petit peu... Un petit peu de toutes les compagnies, c'est ça. Fait que donc, après le démaquillant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un nettoyage. C'est pas la même solution que l'autre? Non. Dans le fond, vous avez l'huile démaquillante, puis vous avez une mousse nettoyante. Qui n'est pas la même mousse que le matin? Ça peut être la même mousse? Ça peut être la même. Ça peut être un gel nettoyant, ça peut être une mousse, ça peut être un lait nettoyant. OK. Ça va selon votre type de peau, là. OK. Fait que donc, on nettoie la peau avec une solution comme ça. Oui. OK. On appelle ça un double nettoyage. Ensuite, quand on a la peau propre, là, vous pouvez appliquer quand même votre tonique. OK. Pour la nuit. Oui. Puis, la nuit, c'est là que la peau va se régénérer 3 fois plus vite que le jour. OK. Donc, c'est de là que les soins de nuit sont très importants. OK. Continuez. Donc, la nuit, vous pouvez y aller avec un sérum. Explique-moi, c'est quoi la différence entre un sérum et une crème hydratante, par exemple? Le sérum, lui, il va aller plus en profondeur dans le derme. OK. C'est lui qui va aller, je ne veux pas dire traiter, mais qui va aller... Je peux pas vous aider, je connais pas ça. Ben oui. Mettons Ça va plus en profondeur. Ça va plus en profondeur, ça va aller plus travailler en profondeur. Ça, c'est le sérum? Oui. OK, parfait. Ensuite, là, on met la crème de nuit. OK. Puis elle, ça va venir sceller. OK, tout ça. Oui. Puis ça va garder l'hydratation. Bon. Puis c'est-tu nécessaire d'avoir une routine de jour puis une routine de nuit? Bien, l'important, c'est d'avoir une hydratation. S'hydrater la peau? Oui. OK. À tous les matins, tous les soirs? Tous les soirs, oui, c'est ça. Mais les soins du soir, je trouve qu'ils sont plus importants. Ah oui? Parce que, dans le fond, pendant la journée, la peau va être juste en mode défense, protection, au niveau des rayons UV, la poussière et tout ça. OK. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin d'une hydratation. Mais la nuit, c'est les cellules qui vont se régénérer. OK. Donc, les produits actifs dans les sérums et les crèmes, c'est là qu'ils vont agir le plus. Puis si quelqu'un devait s'acheter, parce que là, on a montré beaucoup de produits à l'écran, oui. Là, on voit qu'il y a beaucoup de produits ici. Si quelqu'un voudrait s'acheter la base, là, oui. ça pourrait. Qu'est-ce qu'il a besoin rapidement, parce qu'il nous reste 30 secondes, et combien ça peut coûter à peu près?
Donc, moi, j'irais avec... Le nettoyant. Le nettoyant. Puis une crème. Crème, plus le démaquillant aussi. Oui. Puis une petite crème de nuit comme ça. Puis ça peut valoir combien à peu près? 30, dans les environs de peut-être 70-80 peut-être. 70-80 pour ça. Bien, déjà, c'est une Mais base. il y en a à prix variés aussi. Oui. OK. Bien, merci beaucoup, Karine. Ça fait plaisir. On va reparler la prochaine chronique ou peut-être un peu plus tard au cours de la saison, justement, des crèmes solaires, parce que je trouve que c'est très important. Oui, oui. Puis, ben écoute, j'ai hâte de te revoir. On va en reparler dans un mois à peu près. Oui. Puis je voulais dire quelque chose. Oui. Si les personnes qui écoutent, qui viennent à la pharmacie, ça serait le fun des fois s'ils ont des idées de chroniques ou qui veulent entendre parler de quelque chose, sujets, qui peuvent t'en parler. Oui. Fait que donc, Karine est à Jean Coutu, ici à Saint-Gabriel. Oui. C'est la chef cosméticienne. Fait que si vous avez besoin d'aide, elle est là. Elle et ses collègues. Et si vous avez des idées de chroniques, comme Karine a dit, ben mentionnez-le. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour. Non, Louise, t'es là? Louise, t'es-tu là? Là, tu m'oubliais, Dani. Ben oui, je t'oubliais. Ben là, dehors, là, je vous dis, un gros soleil. J'étais avec de l'enlever, ce manteau-là, parce qu'il fait chaud à l'extérieur. Oui, mais c'est plus chaud, là. Oups. Fait qu'on se revoit, mon cher Dani, après la pause. Eh bien, nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière. C'est ça, le direct. Moi, j'adore le direct parce qu'il se passe toujours plein de choses. Puis ça fait partie de la game, hein, que voulez-vous? Ça fait partie du jeu, fait qu'on s'amuse, on a du plaisir, puis j'espère que vous vous amusez, vous aussi. Dans la deuxième partie de l'émission, eh bien, on va se parler nouvelles, bien sûr. Votre deuxième section du bulletin de nouvelles, on va parler météo en détail aussi. Et comme deuxième chronique, eh bien, j'ai une dame qui nous vient au cœur de l'île, qui est une maison pour hommes, comment est-ce qu'on dit ça, pour hommes en détresse? Ah oui, la violence par les hommes. Alors, Chloé Champoux, qui est ici, va venir nous parler de ça vers les 9h50. Mais pour l'instant, voici votre deuxième bulletin régional. Eh bien, la Sûreté du Québec a lancé une vaste opération de sécurité routière à l'échelle provinciale. Ça, c'est en collaboration avec plus de 30 partenaires, dont les corps de police municipaux. Cette initiative vise à assurer la sécurité des élèves durant leur déplacement scolaire, que ce soit à pied ou en autobus. Les policiers seront présents aux abords des écoles et interviendront notamment lors des périodes critiques, comme l'embarquement et le débarquement des enfants. Une attention particulière est portée aux jeunes qui marchent vers l'école primaire, souvent exposés à des risques accrus en raison de la circulation dense et aussi du manque de vigilance de certains conducteurs. Eh bien, les comportements dangereux, tels que la vitesse excessive, la distraction au volant ou le non-port de la ceinture de sécurité, bien, seront ciblés par les autorités. La rentrée scolaire est considérée comme une période névralgique pour la sécurité routière. Le retour des enfants sur les routes, combiné à des changements dans les habitudes de conduite des parents, bien, ça augmente les risques d'accident. Pierre Brochet, président de l'Association des directeurs de police du Québec, souligne l'importance de rappeler aux usagers de la route qu'un ajustement de comportement est essentiel pour protéger les plus vulnérables. Le dimanche 7 septembre dernier, bien, c'était la journée porte ouverte Mangeons local, qui a attiré plus de 14 400 visiteurs dans la région. 17 fermes lanaudoises ont ouvert leurs portes au public, offrant une occasion unique de découvrir la diversité des produits agricoles locaux et aussi de rencontrer les agriculteurs dans leurs environnements quotidiens. Les visiteurs ont pu participer à des activités éducatives, déguster des produits du terroir et aussi en apprendre davantage sur les réalités du métier. Cette initiative, qui célèbre sa 21e édition, vise à rapprocher les citoyens des producteurs et aussi à valoriser le savoir-faire québécois.
Eh bien, à l'échelle provinciale, ce sont 56 fermes qui ont accueilli près de 45 000 personnes, témoignant de l'engouement pour l'agriculture locale. En fin de semaine dernière, eh bien, c'est environ 250 citoyens qui se sont rassemblés à Lanoraie pour former une chaîne humaine le long de la route 138, afin de réclamer des améliorations urgentes à ce tronçon jugé dangereux. L'initiative a été lancée par M. André Villeneuve, le maire de Lanoraie, qui agissait cette fois en tant que citoyen. Il a souligné que cette portion de 7 km est dans un état si dégradé qu'elle représente un risque pour les piétons, les cyclistes et autres usagers comme les poussettes ou les trottinettes. Bien que la route relève du gouvernement provincial, eh bien, le dossier traîne depuis plus de 25 ans. M. Villeneuve, impliqué depuis 1999, appelle désormais les élus de tous les partis à s'engager concrètement, surtout à l'approche des élections provinciales de 2026. Il insiste sur le fait que l'objectif n'est pas de pointer du doigt un parti, mais de pousser la classe politique à agir. Selon lui, les réparations nécessaires vont bien au-delà de simples travaux de surface. La fondation même de la route est à refaire. Le coût des travaux est estimé entre 25 et 30 millions de dollars, une somme qui reflète l'ampleur du problème et l'urgence d'une intervention durable. Cette semaine, je vous présente le résumé de la séance du Conseil de Saint-Félix-de-Valois du mois d'août. On est peut-être un peu en retard dans la présentation de ces séances à cause du changement d'émission et aussi des vacances d'été. Mais même si on est en retard, eh bien, on trouvait très pertinent de vous le présenter. Voici ce résumé. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Alors, comme à chaque mois, ça me fait plaisir d'être sur vos ondes pour vous parler de ce qui se passe à la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, surtout suivant la séance du Conseil, cette fois-ci du mois d'août. Alors, beaucoup de choses qui avancent. C'est la période estivale, donc on est vers la fin de la réalisation des travaux d'infrastructure, mais quand même, il y aura beaucoup de projets qui vont se réaliser cet automne. Alors, voici une petite liste pour que vous soyez bien informés. Mais avant toute chose, je voulais quand même annoncer une bonne nouvelle parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille, comme vous savez, au projet de réfection de la rue principale, qui est une route du ministère des Transports, mais pour lequel la municipalité a des infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts. Donc, on doit travailler ce projet-là ensemble avec le ministère. Et ça fait plusieurs années qu'on essaie de phaser ce projet-là et d'améliorer la rue principale dans le projet. Et nous avons enfin eu l'autorisation du ministère des Transports pour adopter le protocole d'entente pour faire la conception plan et devis pour par la suite aller en appel d'offres pour la première phase. Donc, ça se fera, la rue principale, l'objectif, c'est de la réaliser en 3 phases parce que c'est quand même une route qui est principale dans la municipalité où il y a beaucoup de débit véhiculaire. La première phase on souhaite réaliser, c'est la phase qui va de la rue de la Station jusqu'au chemin Barrette. Et on a eu le OK pour adopter le protocole d'entente avec eux parce que ça serait la municipalité qui serait maître d'œuvre du projet et pour faire la réfection complète de voirie, trottoir, aqueduc, égout pluvial. Une partie, bien sûr, qui est à la charge du ministère des Transports, une partie qui est à la charge de la municipalité. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on négocie ce projet-là avec eux. Pour ce qui est de la phase 2 et de la phase 3, ce n'est pas terminé. Donc, le protocole vise seulement la phase 1. Pour la phase 2 et la phase 3, la municipalité et le ministère, on souhaite vraiment apporter des améliorations, ce qui fait que c'est un peu plus long au niveau des études qu'eux doivent faire. On attend des nouvelles au courant de janvier pour les autres phases. Alors voilà, c'était la bonne nouvelle du jour que le dossier chemine tranquillement, mais on va y arriver. Pour ce qui est des projets municipaux, alors ce qui va se passer du 2 au 19 septembre prochain, c'est la sécurisation du tronçon urbain sur le chemin Joliette, donc qui est une route aussi du ministère, mais qu'on voulait faire une amélioration pour la partie des trottoirs et des traverses piétonnes. On avait une belle subvention pour réaliser ces travaux-là et ça va se réaliser au courant du mois de septembre, donc du 2 au 19 septembre. Il y aura des entraves pour prolonger le trottoir, pour venir vraiment sécuriser notre zone urbaine, les piétons notamment.
Pour ce qui est des autres travaux d'asphaltage, chemin de la rivière à l'Assomption, on est en train de finaliser l'échéancier. Donc, une partie là, du tronçon qui doit avoir une réfection de la chaussée, ça serait réalisé au courant de l'automne 2025. Premier rang du Ramsey, chemin Sainte-Cécile, chemin de la ligne Sainte-Cécile, l'échéancier est déjà connu, donc c'est du 8 septembre jusqu'au 2 novembre. Donc, encore une fois, c'est réfection complète, là, chaussée, et également des ponceaux. Raccordement Saint-Pierre, les travaux sont déjà débutés. Donc, on se souvient, raccordement Saint-Pierre, on est en train de faire le nivellement des fossés. Il y aura de l'asphaltage parce que c'est une route qui est en ce moment en poussière de roche. Donc, c'est vraiment un traitement de surface qui va être fait. La fin des travaux est prévue pour le 3 octobre. Et tout ça, là, on se rappelle aussi que le projet de raccordement Saint-Pierre, ça s'inscrit dans le cadre du projet de sentier transcanadien. On vient asphalter parce que oui, il y avait des besoins au niveau de la voirie, mais il y a aussi le projet du sentier transcanadien qui était une piste là, multifonctionnelle, donc une piste cyclable, si on veut, là, qui relie 2 municipalités. Notre objectif, c'est d'aller rejoindre Saint-Norbert et Saint-Cléophase, qui par la suite, eux, vont se déplacer jusqu'en Mauricie. Donc, sentier transcanadien qui est un projet là, qui traverse le Canada d'est en ouest et qui passe par Saint-Félix-de-Valois. Et ce projet-là nous a permis d'aller chercher des subventions, là, notamment pour asphalter la route. Donc, c'est une très bonne nouvelle et ça se réalise cet automne. Autre bonne nouvelle, le chantier des Maisons Féliciennes, donc notre projet de 24 logements abordables qui vient juste de débuter. Vous avez peut-être aperçu sur le coin de la rue Michel et du boulevard Henriette-Chevrette que les travaux étaient commencés. Les travaux vont se réaliser tout au courant de l'hiver, au courant du printemps prochain. Et ce qu'on souhaite, c'est une entrée là, des résidents au 1er juillet. Je vous invite à rester attentifs si c'est un sujet qui vous interpelle et si vous avez besoin d'un logement abordable ou social, parce qu'au courant des prochains mois, l'organisme des Maisons Féliciennes avec la municipalité, on va émettre les communications pour dire comment ça fonctionne pour être admissible à un de ces logements-là. Donc, restez attentifs. Au niveau culturel, beaucoup de projets également. 2 projets de mural, donc un projet de mural au Centre Yvon Sarrazin, qui se fait en collaboration avec le Musée d'art de Joliette et la MRC de Matawinie. Donc, ça va s'inscrire dans un circuit de mural régional et la réalisation va se faire également cet automne. On est en sélection des artistes en ce moment. Sinon, il y a un autre projet, un beau projet culturel qui va avoir lieu donc, à 2 endroits. C'est des panneaux d'exposition extérieurs, donc Centre Yvon Sarrazin et à la bibliothèque. Encore une fois, c'est un partenariat avec le Musée d'art de Joliette et la MRC de Matawinie. Alors, 2 beaux projets culturels qui vont voir le jour au courant de l'automne. Sinon, je vous invite à rester attentif à toute notre belle programmation d'automne de loisirs et de culture parce qu'il y en a une très belle qui s'en vient. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Eh bien, nous sommes de retour. Oui, c'est terminé le bulletin des régions pour l'instant, le bulletin de nouvelles. Et nous, on va aller faire un tour du côté de la météo pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Louise. Mais je suis sûr qu'elle va vous annoncer du soleil. Ça se peut-tu, Louise? Ben oui, toi. Moi, je t'annonce du soleil pour toute la journée. Ce matin, comme je vous dis, c'est un petit peu plus froid, mais on est quand même très confortable. Cet après-midi, par exemple, là, je n'aurai plus petit manteau parce qu'il va faire 21 degrés. Je trouve que c'est des belles journées pour le mois de septembre pour aller à l'extérieur. Parce que le mois de septembre, 21 degrés, on est très, mais très confortable. Comme je dis souvent, mon petit patois à moi, yes, yes, il fait beau aujourd'hui, on prend le soleil. On n'oublie pas, comme tantôt, la chronique, on a parlé de crème solaire. N'oublie pas, il faut en mettre. Même s'il fait 21 degrés, il faut en mettre parce que la sécurité de notre peau, là, il faut y penser. Puis là-dessus, comme je vous dis, 21 degrés, pas de vent, pas d'humidité, on va être très, très confortable. Puis ce soir, il annonce encore un 16 degrés pour ce soir. 16 degrés pour la soirée en septembre, là, on peut être encore dehors, là, sur une petite terrasse, prendre un petit verre. Tu sais, c'est sûr qu'il nous faut une petite laine, mais à 16 degrés, on est très confortable dehors. Pour la nuit, encore là, on va avoir une très belle nuit avec un 12 degrés pour la nuit. 12 degrés là, pour une nuit dans ce temps-ci, là, c'est très, très bien parce que la nuit d'après, ça va être 8 degrés. Fait que là, ça va descendre beaucoup à 8 degrés. Mais comme je vous dis, demain aussi, nous allons avoir du soleil plein, la journée pleine de soleil. Il ne faut pas oublier que le matin, c'est toujours un petit peu plus froid. Dans l'après-midi, encore demain, ça va être 19 degrés. La nuit, par exemple, à 8 degrés, là, on va se coller un petit peu, mais on peut laisser une petite craque dans la fenêtre encore pour être très confortable avec notre belle doudou. On fait des gros dodos. Notre conjoint ou notre conjointe à côté, là, on peut se coller un peu. On va être très confortable à 8 degrés si on est bien confortable dans notre lit. Pour vendredi, on nous annonce du soleil encore toute la journée.
peux croire là, que cette semaine, là, on a eu beaucoup de soleil. Là. La semaine d'avant, on a eu beaucoup de vent avec de la pluie, mais cette semaine, là, on profite beaucoup de notre soleil qu'on aura encore demain et vendredi. Puis probablement, il y en aura encore samedi du soleil. On va voir, on n'est pas rendu à la fin de semaine encore, là, parce que des fois, les journées, ça peut changer. Fait que si on prend aujourd'hui notre plein soleil, demain notre plein soleil et vendredi, que voulez-vous de plus? Rien d'autre que du soleil. On passe à Dany. Merci beaucoup, Louise. Eh bien, Louise, oui, ça va être du soleil. Jusqu'à dimanche, ça a l'air que c'est dimanche qui annonce un petit peu de pluie. Mais Louise, je te lance un défi comme ça à distance. Là. Vendredi, je veux te voir sauter dans le lac en costume de bain. Ah non, je ne suis pas sûr qu'elle va dire oui. En tout cas, je lance le défi. D'un coup, qu'elle serait assez game, entre parenthèses, de le faire. Ben écoutez, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, eh bien, c'est notre chronique au cœur de l'île avec Chloé Champoux qui nous vient nous parler d'un sujet fort intéressant. Je ne vous dis pas lequel, je vous garde la surprise. Alors, restez là, on revient dans 2 minutes. Et oui, nous sommes de retour à Bon Matin la Nodière avec une personne que j'admire beaucoup parce qu'elle fait un travail exceptionnel. Elle nous vient directement de l'organisme au cœur de l'île. Son nom, c'est Chloé Champoux. Allô, Chloé? Bien, bonjour, Dany. D'abord, merci pour l'invitation. Donc, je me présente, Chloé Champoux, directrice générale de l'organisme au cœur de l'île, qui est un organisme communautaire autonome lanaudois qui accompagne dans une démarche de responsabilisation et de changement des hommes en difficulté relationnelle et des personnes, hommes et femmes, auteurs de comportements violents, particulièrement en contexte conjugal et familial. Puis, aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est au cœur de notre mission, au cœur de l'île, la violence conjugale et familiale. Donc, je vais faire un survol, en fait, de la problématique avec vous. Puis, on aura l'occasion, dans les prochaines chroniques, là, d'approfondir certains éléments. Exactement, parce que le sujet que tu nous parles aujourd'hui, c'est une problématique qui est très présente au Québec présentement, puis c'est un peu méconnu. Hein? On parle de violence conjugale et familiale. Parle-nous-en de ça. Oui, bien, pour vous donner quelques statistiques, là, en fait, pour vous donner un peu le portrait, l'ampleur de la problématique ici au Québec, bien, en 2023, c'est 27 082 personnes qui ont été victimes d'infractions contre la personne en contexte conjugal. Parmi elles, c'est 76 % qui étaient des femmes, 24 % des hommes. Toujours en 2023, on dénombrait 20 554 victimes d'infractions contre la personne susceptibles de causer des blessures en contexte conjugal. C'est une augmentation de 66 % par rapport à 2005. Puis depuis 2012, les infractions déclarées à la police envers un partenaire intime ont grimpé de 22,3 % Seulement entre 2020 et 2021, c'est un bond de 9,2 % Donc, dans le contexte pandémique, là, notamment. Oui, j'imagine, comme tu mentionnes, dans le contexte pandémique, il doit y en avoir eu beaucoup plus qu'à l'habitude, là. Parce qu'on était confinés, puis à un moment donné, les gens, entre guillemets, se tapent un peu ses nerfs, puis là, ça dégénère, hein, j'imagine. C'est sûr que c'est un facteur de risque, un facteur d'exacerbation des dynamiques de violence. Déjà, quand ça va pas très bien dans la dynamique familiale, le fait d'être confiné, là, ça l'a pu exacerber dans certains cas. Puis il y a des études, évidemment, là, qui vont sortir pour analyser a posteriori le phénomène. Exact. Bien, donne-nous des exemples. Parle-nous de la violence conjugale et familiale. C'est quoi exactement? Parce que c'est pas juste physique, là. Non, bien, c'est ça. Bien, en fait, on pense souvent à violence physique, mais en réalité, elle peut prendre plusieurs formes, notamment la violence psychologique, verbale, économique, sexuelle et même spirituelle. Ce qui est important de souligner, c'est qu'elle peut toucher tous les milieux,
tous les groupes d'âge et toutes les orientations sexuelles, même si certaines communautés ou catégories de personnes vont être davantage touchées par la problématique. Pour vous donner un peu des définitions, selon l'Institut national de santé publique du Québec, on distingue 2 grandes formes de violence conjugale. Il y a la violence conjugale comme prise de contrôle, qu'on appelle aussi le contrôle coercitif, qui est constitué d'un ensemble de comportements violents puis de stratégies intentionnelles de contrôle qui sont souvent subtils et insidieux, donc souvent difficiles à détecter puis qui peuvent être présents malgré l'absence de violence physique ou sexuelle. Ça peut se manifester par de la manipulation, de l'intimidation et de la surveillance notamment. On a aussi la violence situationnelle qui, elle ne s'inscrit pas nécessairement dans une dynamique de contrôle chronique, mais qui va davantage être une dynamique violente de gestion des conflits dans le couple. Elle résulte généralement d'une réponse inadaptée au stress et à la colère dans les conflits de couple. Elle peut être mineure ou sévère, fréquente ou isolée, mais elle n'est pas moins sérieuse et potentiellement dangereuse, donc il est super important de l'adresser également. Puis il y a la violence familiale, qui, elle, est exercée par une personne dans le but de contrôler ou de faire du tort à un membre de sa famille. Dans quel sens? Mettons, as-tu un exemple? Oui. En fait, elle peut prendre plusieurs formes. Maltraitance physique, psychologique, économique. Elle comprend aussi les comportements abusifs et la négligence, autant envers, par exemple, les aînés ou un enfant. Parce que, comme on le dit, puis je le répète encore, c'est pas juste physique, hein? Tu parles économique. Ça peut être quelqu'un qui contrôle l'argent, puis que la conjointe n'a pas accès, mettons. Fait qu'elle est à la merci de cet homme-là, exemple. Ça en est une. Puis le psychique aussi, hein? Je veux dire, il y en a qui sont psychologiques, puis que, tu sais, ils sont durs envers la personne avec des paroles difficiles et ainsi de suite. Ça fait toute partie, ça, de la violence, là. Absolument. Ça prend une diversité de formes. Et pour revenir à la violence psychologique, on aura une chronique qui adressera plus en détail cette forme de violence qui est plus subtile, mais qui est tout aussi dommageable. Mais ce qui est important vraiment de se rappeler, c'est le caractère inacceptable de la violence, peu importe sa forme, puis que la responsabilité de changement, de cessation de comportement appartient toujours à la personne qui agit la violence. Moi, j'ai une question qui sort un petit peu peut-être de ton contexte. Tu sais, des fois, il y a des patrons qui nous joue sur le psychologique et tout. C'est une sorte de violence, ça, où il faut vraiment que ce soit en couple pour que ça soit une violence? Nous, notre expertise à Au cœur de l'île, elle est principalement violence conjugale et familiale. On a parfois aussi des personnes qui agissent de la violence sociale, donc qui vont avoir des difficultés dans leur... pas nécessairement au niveau d'un patron, mais qui vont avoir des difficultés au niveau de leurs relations interpersonnelles au travail. Donc, c'est évidemment qu'une personne qui agit de la violence dans un contexte familial, dans un contexte conjugal, va avoir des difficultés relationnelles dans d'autres sphère de sa vie. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse davantage, la violence psychologique au travail, parce que oui, ça existe harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, il y a de la violence qui peut s'exercer au travail. Nous, c'est moins notre spécialité, mais ça va me faire plaisir de venir vous en reparler si jamais ça vous intéresse. On a même déposé un projet qui est en attente là, de réponse au secrétariat à la condition féminine pour développer une trousse de sensibilisation à l'intention des milieux de travail pour la violence conjugale et familiale, parce que maintenant, les employeurs sont dans l'obligation, ils ont une responsabilité, en fait, s'il y a quelqu'un qui est victime de violence conjugale dans leur milieu, d'agir et de... Oui, effectivement, parce que ça se reflète au travail. Si tu as de la violence à la maison, ça se reflète aussi au travail. Fait que donc, les compagnies se doivent d'agir. Mais je trouve le sujet intéressant de dire, si vous avez de la violence aussi au travail, que ce soit psychologique ou autre, de peut-être d'aborder le sujet si tu en es capable, ou sinon, on essaiera de... On va pouvoir explorer ça ensemble avec plaisir. Ben oui, ça serait le fun. Mais dis-moi, Chloé, les conséquences de cette problématique-là sur les personnes, ça doit être énorme, ça, non? Oui, bien, elles sont multiples, profondes et durables.
parfois même transgénérationnelle, donc d'une génération à l'autre. Pour les victimes, bien, on parle d'anxiété, de dépression, de choc post-traumatique, troubles du sommeil, puis d'idées suicidaires, mais ça, c'est pour n'en nommer que quelques-uns. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les impacts psychologiques perdurent bien au-delà de la fin de la relation. Ouais. Pour les enfants qui sont exposés, que nous, on appelle aussi co-victimes, bien, ils peuvent vivre des maux de ventre, de l'agressivité, des difficultés d'apprentissage, puis aussi beaucoup de culpabilité face à la situation familiale, même s'ils sont évidemment en rien responsables. Plus tard, à l'adolescence, on va parler de comportements à risque, de problèmes de consommation et même, dans certains cas, la reproduction des schémas violents. Pour la personne auteure de violence, bien, souvent, elle va vivre un malaise profond, beaucoup de honte, une difficulté à gérer ses émotions, puis des conséquences judiciaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il des solutions là, pour ça, là, ces problèmes de violence conjugale-là et familiale-là? Bien, évidemment qu'il y en a plusieurs. Nous, au cœur de l'île, ce qu'on porte, ce qu'on prône comme mission, c'est qu'on croit que, bien, avec l'accompagnement et la responsabilisation des personnes auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial, ça fait partie de la solution, en fait. Mais changer, c'est pas simple, mais c'est possible si on est prêt à reconnaître la responsabilité de nos actes, mais aussi si on est adéquatement accompagné et soutenu dans un processus de changement. Donc, Au cœur de l'île, nous, on s'appuie principalement sur l'approche de groupes comme levier d'intervention. Dans nos groupes, bien, les personnes s'engagent dans une démarche de 21 rencontres, donc environ 6 mois. Les groupes sont co-animés par 2 intervenants spécialisés, composés de 8 hommes ou femmes. On a 2 groupes de femmes également, puis dans lesquels ils vont prendre le temps de réfléchir à leur comportement violent, d'écouter les autres et d'évoluer ensemble. Merveilleux. Écoute, Louise, c'est tout le temps qu'on a. Oui. On va afficher dans le générique l'adresse et le numéro de téléphone. Fait que si les gens ont besoin d'aide ou quoi que ce soit, bien, ils peuvent appeler à l'organisme directement. Au cœur de l'île et SOS Violence conjugale qu'on va également pouvoir mettre au bas de l'écran. Bien, merveilleux. Alors, merci à toi, puis on se revoit pour une prochaine chronique. Parfait, merci. Merci. Eh bien, merci à vous à la maison d'avoir été là. J'espère que l'émission vous a plu. Malgré les petits ratés, nous, on a du plaisir ici en studio. Ça arrive, c'est du direct. Mais Louise, il va faire beau. On a 10 secondes. Oui, il va faire très beau aujourd'hui, plein de soleil. N'oubliez pas votre crème solaire. Mais alors, merci beaucoup. On se revoit vendredi pour un autre direct de 9h à 10h. Bye-bye tout le monde. Bonne journée. Alors, vous, c'est la chambre de commerce de Brandon. Oui, exactement. C'est quoi que ça fait, une chambre de commerce? En fait, notre mission première, c'est d'accompagner nos entrepreneurs, nos commerçants dans tout leur parcours entrepreneurial. Mais on offre aussi plein d'activités, autant pour les entreprises, mais pour la population en général. Donc, c'est intéressant que les gens le sachent parce que ils savent pas toujours qu'on a des activités pour tous, de 0 à 99 ans, que ce soit en matière de culture, d'agrotourisme, de visite d'entreprise. D'ailleurs, notre prochaine, c'est le 25 septembre. On va chez Poterie Bonmatin à Saint-Damier visiter notre potière, Frédéric Bonmatin. Donc, ça, c'est ouvert à tout le monde. On invite les gens, c'est gratuit. Venez visiter l'atelier. On va découvrir son travail. On va s'initier à l'art de la céramique aussi. Est-ce qu'on a d'autres activités aussi qui suivent? Oui, il y a le gala qui est notre grosse activité annuelle qui s'en vient. Les candidatures, présentement, peuvent être envoyées, peuvent être déposées. Tous les commerçants, les entreprises, si vous avez eu un projet, une initiative, une réussite dans le milieu des affaires, dans le milieu culturel, ne vous gênez pas, envoyez votre candidature. Qui sait jusqu'où ça pourrait vous mener? Si on s'inscrit comment? Sur le site web? Sur le site web de la Chambre de commerce Brandon, exactement. Googlez ça, vous allez tomber directement sur notre page. Et là-dessus, vous allez aussi retrouver toutes nos activités qu'on propose tout au cours de l'année.
En plus, pour la population générale aussi, on a chaque début de mois une page avec toutes les activités culturelles, sportives, familiales, sociales qui se passent dans Brandon. À un seul endroit, vous pouvez tout consulter. Puis les commerçants, ils peuvent s'inscrire aussi là-dessus. Oui, les commerçants peuvent s'inscrire là-dessus et on a plusieurs avantages à leur offrir quand ils sont membres de notre chambre. Allez voir ça.